Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre-Étienne Drolet, je suis biologiste et coordonnateur de projet au Cobali. Aujourd'hui, on répond aux questions du public dans le cadre du mois de l'eau. Alors, première question. Une question d'Ariane Campo. Peut-on estimer la vie d'un lac et si oui, quels en sont les facteurs? Alors oui, théoriquement, c'est possible d'estimer la vie d'un lac et quand est-ce qu'il va mourir. On sait que les lacs naissent et meurent. Les lacs ont été formés dans notre région il y a environ 10 000 ans et vont finir par mourir par ce qu'on appelle le processus d'eutrophisation, qui est dans le fond le processus qui fait que les lacs sont comblés par les sédiments qui proviennent du bassin versant. Aussi, plus il va y avoir de nutriments dans un lac, plus les plantes aquatiques vont proliférer et éventuellement vont se décomposer et aller au fond du lac. Ce qui fait que avec le temps, le lac va devenir de moins en moins profond et va avoir tendance à disparaître tranquillement et devenir un milieu plus terrestre. Théoriquement, on pourrait estimer la vie d'un lac soit en datant les sédiments, ce qui est faisable. On a des technologies qui permettent de savoir l'âge des sédiments qui se retrouvent au fond des lacs et comme ça voir combien ça a pris de temps pour dans le fond, pour combler le fond du lac jusqu'à présent. On peut aussi estimer avec la quantité de matériel qui est apporté au lac par les ruisseaux, le sable, la matière organique, le carbone, et donc estimer à partir de ce qui arrive du bassin versant, combien ça va prendre de temps pour remplir la cuvette du lac, si on connaît bien sûr là, sa superficie, sa profondeur, et donc le volume qu'il va falloir remplir pour finalement remplir complètement la cuvette du lac. Donc oui, c'est possible, mais en pratique, c'est assez complexe parce que ça prend en compte beaucoup de facteurs qui ne sont pas nécessairement faciles à quantifier de façon précise. Notre deuxième question nous vient d'Ariane Caron-Davio qui nous demande « Est-ce que les lacs et cours d'eau peuvent jouer un rôle dans la séquestration du carbone? » Une très bonne question à se poser en ces temps de changement climatique. La réponse, c'est oui. Alors, on estime que dans le monde, les océans séquestrent environ 0,2 gigatonnes de carbone par année, alors que les lacs et réservoirs dans le monde séquestraient 0,15 gigatonnes de carbone par année, qui est quand même une contribution très importante si on la compare à celle des océans. La raison pour laquelle il y a une séquestration du carbone dans nos lacs, c'est que les ruisseaux qui proviennent du bassin versant vont apporter dans le lac de la matière organique qui contient du carbone, donc des particules de sol, des particules de feuilles aussi, tout ce qui provient là, du bassin versant. Une fois rendus au lac, ces matières-là vont s'accumuler, vont avoir tendance à s'accumuler dans le fond du lac, où l'oxygène est plutôt rare à certaines périodes de l'année, ce qui va faire en sorte que la décomposition va être faible et qu'on va avoir une couche de plus en plus importante de sédiments qui va s'accumuler dans le fond du lac. Et ces sédiments-là, vous l'aurez compris, contiennent du carbone qui vont être stockés pendant un certain temps et donc ne sera pas renvoyé dans l'atmosphère. C'est pour ça que les lacs sont considérés comme des réservoirs de carbone. Par contre, dans les sédiments, étant donné qu'il y a un manque d'oxygène, il peut arriver aussi qu'il y ait une production de méthane, qui est un gaz beaucoup plus puissant comme gaz à effet de serre que le CO2. C'est pour cette raison-là que c'est une très bonne idée d'éviter de faire du bateau à grande vitesse là, dans des zones peu profondes parce qu'on va contribuer à dégazer et relarguer ce méthane-là vers l'atmosphère. Donc une bonne raison d'être un bon navigateur et d'éviter les zones peu profondes. La prochaine question provient de Cécile Saint-Germain qui se demande « L'eau de nos robinets est-elle partout au Québec totalement salubre? » Alors, la réponse est évidemment, selon les endroits précis où vous vous trouvez, la réponse peut différer un peu. En moyenne, évidemment, en général, dans la très grande majorité des cas, l'eau qui arrive dans nos robinets, bien entendu, est complètement potable. Elle a été traitée par la municipalité si vous êtes raccordé au réseau d'aqueduc. Et il existe
bien sûr des normes très sévères qui proviennent du règlement sur la qualité de l'eau potable. C'est un règlement qui oblige les municipalités à faire des tests en continu pour vérifier que l'eau est bien potable par rapport à toutes sortes de paramètres. Si vous avez un puits individuel, à ce moment-là, c'est votre responsabilité de vous assurer que l'eau de votre puits est bel et bien potable et qu'il n'y a pas de contaminants dans votre eau. Alors, ça, c'est à faire très régulièrement pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec votre puits. Il peut arriver que vous voyez dans certains établissements, par exemple des campings ou des établissements touristiques, un logo comme quoi l'eau est non potable. C'est pas nécessairement que l'eau n'est pas potable, mais c'est que parfois, ils doivent faire des tests plus espacés, ce qui permet moins facilement de garantir qu'à tous les jours, l'eau est effectivement potable et qu'il n'y a aucun danger. C'est beaucoup les bactéries et les virus qu'il faut retirer pour rendre l'eau potable, ce qu'on fait habituellement par de la désinfection et de la filtration. Alors, la prochaine question nous vient de Nicole Deslauriers qui nous demande « Le sel de déglaçage des routes affecte-t-il la qualité de l'eau des puits de surface des résidences bâties près des routes? » Alors, la réponse est que selon le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il est possible qu'un puits soit en partie contaminé par des sels qui proviennent de la voirie. Cependant, la plupart des cas répertoriés étaient plutôt des puits artésiens que des puits de surface. Alors, pour les puits de surface, on a trouvé moins de documentation ou d'informations sur ces puits-là, mais on sait que, par exemple, en 2017, la majorité des puits artésiens qui se trouvaient dans le bassin versant du lac Saint-Charles, près de Québec, avaient des concentrations plus élevées que la normale en sel de voirie. Donc, évidemment, ça dépend de la quantité de sel qui est épandue. Une autoroute va générer davantage de sel qu'un petit chemin de campagne. Fait que ça dépend toujours du contexte, mais en théorie, oui, on pourrait avoir une certaine contamination en sel, possiblement dans les puits de surface. Par contre, le fait qu'on a du sel dans notre puits ne signifie pas que l'eau n'est plus complètement potable. En général, c'est pas nécessairement très grave pour la consommation humaine. Mais tout de même, on peut considérer que c'est une forme de contamination qui est possible si votre maison est aux abords d'une grande route en particulier. On sait aussi que le sel de voirie, pour ce qui est des petits ruisseaux, souvent c'est problématique là, pour les ruisseaux qui longent par exemple une autoroute ou une grande route. Pourquoi? Parce que la salinité peut devenir tellement forte que certaines espèces aquatiques d'eau douce ne peuvent plus survivre dans un milieu qui est aussi salé. La prochaine question nous vient également de Nadia Brousseau qui demande « Les indices de qualité de l'eau tendent-ils à indiquer qu'il est sécuritaire de pratiquer la baignade dans tous les plans d'eau de la région? Peu importe le moment de la saison estivale ou au contraire y a-t-il des endroits où la qualité de l'eau se détériore de telle sorte qu'il serait préférable de s'abstenir de se baigner? » Alors d'abord, il faut savoir que pour ce qui est des lacs, il y a seulement une toute petite proportion d'entre eux qui sont testés régulièrement pour les paramètres de la baignade, c'est-à-dire essentiellement la présence indicatrice des coliformes fécaux. Il y a certaines associations de lacs qui réalisent ce genre d'études-là, des coliformes fécaux régulièrement durant l'été, mais c'est vraiment une minorité d'entre eux. Il y a certaines plages aussi qui sont gérées par des campings ou des municipalités qui vont faire des analyses périodiques là, des coliformes fécaux de leur plage. Puis éventuellement, si on dépasse, bien, il va y avoir une fermeture de plage. Mais on parle, somme toute, d'un nombre très restreint là, de lacs sur notre territoire. En général, là, on peut dire que oui, nos lacs sont baignables sans problème en général. C'est certain que ça peut être prudent d'éviter des secteurs, par exemple, où un ruisseau là, arrive directement d'un secteur agricole ou urbain, des secteurs qui sont plus vulnérables là, à de la contamination. Mais en général, on peut dire que nos lacs sont baignables sans problème. Il y a la fameuse question des cyanobactéries, qu'on appelle aussi les algues bleu-vert. Si vous voyez une eau là, qui est un peu comme de la soupe au brocoli ou qui est très colorée,
C'est peut-être pas une bonne idée de se baigner à ce moment-là, à cet endroit-là précis, où on peut retrouver là, des indices d'une fleur d'eau de cyanobactéries. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez sûrement vu dans les médias, là, il peut y avoir des problèmes de santé associés à ça, des problèmes de peau, entre autres, si vous vous baignez. Mais ça reste des phénomènes qui sont passagers, qui ne remettent pas en question là, la baignabilité dans l'ensemble du lac nécessairement. Pour ce qui est des rivières, on est très chanceux, en tout cas pour les grandes rivières là, où il y a assez d'eau pour se baigner si on veut, comme par exemple la rivière du Lièvre ou la rivière Kémika. Eh bien, en moyenne, durant l'année, ce sont des rivières qui ont une qualité de l'eau suffisante pour la baignade. Puis entre autres, par rapport aux coliformes fécaux, ce sont des rivières qui ont des bons résultats en moyenne. Pourquoi je dis en moyenne? C'est que quand même d'une journée à l'autre, il y a une petite variabilité. C'est préférable d'éviter de se baigner immédiatement après une pluie forte, par exemple, parce que le cours d'eau va avoir tendance à être un petit peu plus chargé en polluants ou en coliformes, par exemple, suite à un coup d'eau important, surtout si vous êtes en milieu plus agricole ou urbain, comme je le disais tout à l'heure. Mais en moyenne, durant la saison estivale, on a des cours d'eau qui sont vraiment de qualité enviable où dans la grande majorité des journées, il n'y a pas de problème pour se baigner dans nos cours d'eau. Alors la prochaine question nous provient d'Hugo Guertin qui demandait « On apprenait récemment que l'écrevisse à tache rouge avait fait son entrée dans la région. Y a-t-il d'autres espèces envahissantes qui sèment la pagaille dans nos écosystèmes aquatiques, humides ou riverains? » Alors dans la zone de gestion du Cobali, on a déjà plusieurs espèces exotiques envahissantes malheureusement présentes dans nos cours d'eau. Récemment, on a identifié effectivement l'écrevisse à tache rouge dans le Grand Lac du Cerf. L'espèce est peut-être présente dans d'autres plans d'eau, mais qui n'a pas encore été identifiée. On sait qu'il y a probablement aussi l'écrevisse géante qui a été répertoriée historiquement dans la rivière du Lièvre, mais pour laquelle il n'y a pas tellement d'études qui ont été réalisées. Pour ce qui est d'autres espèces fauniques, donc d'animaux, on a entre autres la vivipare orientale, qui est un escargot géant qui a été retrouvé dans le lac des Écorces et qui provient d'Asie. Ça, c'est un exemple d'une autre espèce d'invertébrés qui se retrouve dans nos lacs et qui provient d'autres pays. Il y a d'autres espèces qui sont à surveiller, mais pour lesquelles ils n'ont pas encore été répertoriés officiellement. Par exemple, la fameuse moule zébrée et la moule quagga, qui se retrouvent en Ontario, dans la région d'Ottawa, entre autres. Et on a le cladocère épineux aussi, qui cause beaucoup d'inquiétudes, parce qu'il a été découvert dans le lac Témiscamingue et éventuellement qui risque de descendre le long de la rivière des Outaouais et donc qui pourrait être propagé vers d'autres plans d'eau éventuellement. Mis à part les espèces fauniques, on retrouve aussi des espèces floristiques, donc des plantes qui sont beaucoup mieux connues. Par exemple, le fameux Myriophylle à épis, qui est une plante aquatique qui est très très envahissante, qui, une fois qu'elle est introduite dans les lacs ou les cours d'eau. Encore une fois, c'est une espèce qui vient d'Eurasie et qui n'a pas de prédateurs dans nos régions, donc qui a un avantage énorme par rapport aux autres plantes aquatiques. On retrouve aussi l'hydrocaride grenouillette, qui a été identifiée pour l'instant en Outaouais, qui est une autre plante flottante de petite taille qui recouvre les étangs et certains cours d'eau, dont les effets sont moins dévastateurs pour l'instant, en tout cas que le Myriophylle à épis. Sinon, il faut rajouter aussi les poissons qui ont été introduits volontairement ou involontairement, qui, eux, modifient en profondeur aussi la chaîne alimentaire et les écosystèmes aquatiques. J'en nomme quelques-uns qui parfois étaient présents dans certains plans d'eau du bassin versant, mais qui ont été introduits largement dans beaucoup d'autres lacs et beaucoup d'autres rivières qu'on retrouve maintenant en grand nombre, beaucoup plus qu'à l'origine. Alors on parle par exemple de l'achigan à petite bouche et l'achigan à grande bouche, la marigane, le crapet de roche, la truite arc-en-ciel, qui est une espèce de poisson originaire de l'Ouest canadien, donc qui n'est pas indigène au Québec, la truite brune qui est originaire d'Europe, et le masquinongé, qui était présent au Québec, mais qui n'était pas présent, par exemple, dans les Laurentides, donc dans le nord
de notre territoire. C'est des poissons qui ont été largement introduits et qui amènent des grands changements dans la faune de nos plans d'eau. Alors ce sont toutes des espèces qui ont été introduites et soit par manque de prédateurs ou parce qu'ils ont un avantage compétitif à se retrouver dans des nouveaux plans d'eau, vont proliférer et changer en profondeur nos écosystèmes. La prochaine question nous vient de Nadia Brousseau qui se demande, qui dit « Nous sommes privilégiés car nous sommes de lacs et de rivières comme le rappelle le slogan identitaire de la MRC d'Antoine Labelle. Mais devrait-on craindre l'impact des changements climatiques sur la disponibilité en eau? » Alors la réponse, comme vous vous en doutez sûrement, c'est oui, les changements climatiques prévus pour nos régions risquent d'affecter la disponibilité en eau. Entre autres, selon une étude datée de 2011, qui est signée par Frédéric Doyon et ses collaborateurs, dans une étude spécifiquement faite pour les Hautes-Laurentides, eh bien, on prévoyait qu'avec le temps, non seulement les changements climatiques amèneraient une augmentation des températures, et donc une augmentation de la température de l'eau aussi, on prévoyait que les précipitations seraient aussi différentes avec le temps. Donc, les changements climatiques devraient faire en sorte qu'on ait des étés plus chauds, plus secs, avec des niveaux d'eau plus bas. Donc, ce qu'on appelle le niveau de d'étiage, donc le niveau le plus bas des cours d'eau durant l'été, souvent en août et en septembre. Là, on aurait des niveaux historiques là, de plus en plus pour ce qui est des niveaux bas des cours d'eau. Les précipitations, au lieu d'être graduelles et assez régulières dans le temps, seraient plutôt très très fortes, hein, des gros orages, des gros coups d'eau. Ensuite, un épisode, exemple, de sécheresse, puis ensuite un autre gros coup d'eau. Ce qui fait en sorte qu'on aurait moins d'infiltration graduelle de l'eau dans le sol, moins de recharge des eaux souterraines aussi, et au contraire, plus de ruissellement, ce qui fait en sorte que l'eau serait envoyée très rapidement lors des orages dans les cours d'eau, ferait monter rapidement le niveau des rivières et des ruisseaux, ce qui engendrerait au passage des problèmes d'érosion des rives. Et ensuite, très rapidement, une fois le coup d'eau passé, on redescendrait à des niveaux très bas qui pourraient causer des problèmes d'approvisionnement en eau, justement lors de ces épisodes de sécheresse-là. Comme je le disais tout à l'heure, en plus des changements pour la quantité d'eau, ça apporterait aussi des changements pour la qualité, parce que des coups d'eau très puissants comme ça feraient en sorte qu'on aurait plus de lessivage du sol et des polluants. On aurait plus d'érosion à cause de la force des cours d'eau qui serait décuplée. Et aussi, on aurait possiblement en milieu urbain plus d'épisodes de surverse, donc de débordement d'égouts ou d'eau usée non traitée. Donc, on voit que les changements climatiques pourraient apporter toute une variété de changements, autant sur la quantité d'eau que sur sa qualité.